Ouais, moi il est violet avec des petits traits dorés parce qu'il est trop la classe. Non, un Yoshi! Non, vite! Vite, faites marche arrière! Non, c'est le T-Rex, il s'est encore échappé! Mais non, c'est l'électricité qui revient! Mais non, c'est le T-Rex! Ouah. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. My dear friend, welcome to Jurassic Park. Le parc où vous manquez juste de mourir à chaque virage. Salut! Aujourd'hui, c'est saga et adaptation. On va surtout parler d'un livre. Celui-ci qui n'est pas très connu, hein? Donc Jurassic Park de Michael Crichton. Je ne sais pas le prononcer, donc c'est soit Crichton, soit Crichton, soit... on ne sait pas. Donc moi j'ai continué avec Michael Crichton, ok? Alors Jurassic Park est une œuvre de science-fiction et un techno-thriller. Vous savez le mot français, quoi. Le mot anglais qu'on n'arrive pas à prononcer, nous les français. Thriller, avec la petite TH avec la langue entre les dents, pas mal. Je ne connaissais pas ce terme, hein, techno-thriller, je l'ai découvert pendant mes recherches, donc en fait c'est la technologie avec une enquête derrière tout ça. Donc il a été publié en 1990, soit forcément 3 ans avant la sortie du film par le petit réalisateur indépendant qu'on ne connaît pas du tout, Steven Spielberg. Alors, de quoi ce livre parle-t-il? Parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu, et peut-être que vous n'avez pas vu le film. Dans ce cas, il va falloir s'y mettre les gars, hein, quand même. Hein. Alors, ce livre... il parle de dinosaures, sinon ça n'aurait pas trop l'intérêt de l'appeler Jurassic Park. Hein. Donc en fait, sur une île du Costa Rica, Isla Nublar, le milliardaire américain John Hammond finance la recherche et manipulation génétique d'une équipe de recherche qu'il a constituée et est dirigée par le docteur Wu. Pas celui-là, l'autre, l'autre docteur Wu. Maintenant que je le sais, j'arrête pas de focaliser sur le fait qu'il est appelé Wu, mais bon, bref. Et donc en fait, son but, le but de John Hammond, c'est de créer un parc à thème autour des dinosaures bien sûr vivants. Voilà. Personne ne lui a dit que c'était une mauvaise idée apparemment, mais bon, bref. Et au départ, ça se passe plutôt bien, ils ont créé pas mal d'espèces différentes, ils ont créé des tricératops, on adore les tricératops, des diplodocus, des brachiosaures, tout ça, et ils ont créé des raptors et des T-Rex. Personne ne leur dit, on va peut-être pas faire de carnivore quand même. Voilà, ils en ont fait. Et après un accident impliquant un ouvrier qui s'est fait un petit peu mordre par un raptor, il y a des actionnaires et l'avocat, Gennaro, qu'on connaît puisqu'il est aussi dans le film pour le coup, qui décide de recruter une équipe d'experts pour évaluer la viabilité donc, de ce parc. Il recrute le docteur Ian Malcolm, hein, l'inoubliable, sémillant docteur Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. Hein. Le professeur Grant et bien sûr Ellie Sattler. Alors pourquoi je ne dis pas Dr Sattler comme dans le film? Tout simplement parce que dans le livre, elle est doctorante, elle n'a pas encore son diplôme, donc c'est Ellie Sattler, pour l'instant. Voilà. Donc ils viennent sur l'île et quasiment dès le départ, professeur Malcolm commence à dire ça marchera pas ça. Selon la telle théorie, je ne les ai pas toutes retenues parce que je ne suis pas mathématicienne du chaos. Enfin, théoricienne du chaos. Selon telle théorie, donc le parc n'est pas viable. Alors John Hammond commence à s'énerver un petit peu, il se tourne vers Professeur Grant et Ellie Sattler pour voir si éventuellement il est pas en train de se planter, et en fait aucun n'est réellement positif par rapport à ce parc-là. Donc John Hammond il est un petit peu colère, hein, il fume,
Et puis il décide de faire visiter le parc dans son ensemble avec les fameuses jeeps électriques, parce que vous savez, il a dépensé sans compter. Et ils partent avec ses petits-enfants, ce qui met je crois que c'est son avocat qui me met un rage noire. Voilà, le parc n'est pas encore ouvert, on n'est pas sûr que ce soit sécurisé. Mais John Hammond décide que ses petits-enfants avaient le droit de le visiter aussi. Voilà, qu'est-ce qui va être long alors? Qu'est-ce qui va être long ce circuit? Qu'est-ce qui va être longue la visite? Si vous en souvenez, dans le livre c'est à peu près la même chose. En parallèle, parce que ça c'est important, en parallèle on commence à avoir des lézards un petit peu bizarres sur les côtes du Costa Rica, et notamment dans les villages et les villes. Les nourrissons et les personnes âgées se font régulièrement attaquer, mordre et meurent en fait à cause de certaines morsures d'animaux. Sauf que ils savent pas ce que c'est, et il y a une experte qui a envoyé quand même un fax un petit peu étrange avant le départ de Dr Grant en disant qu'elle pense que c'est un dinosaure, que c'est un Compsognathus. Voilà, je me sens un peu comme Claire dans Jurassic World 1 quand elle essaie de dire Indominus Rex. Moi j'ai été pareil. Donc Compsognathus, vous sortez ça au Scrabble, normalement vous avez tous les points, c'est gagnant. Bref, donc voici pour le livre, et on va passer donc à l'adaptation que peut-être vous avez vue, peut-être qu'en ce moment ça repasse à la télévision, hein, mais on va en discuter. Donc, le film est sorti en 1993 sous la houlette de Steven Spielberg, donc le petit producteur de films indépendants, hein, bien sûr, personne ne le connaît depuis Jaws, Les Dents de la Mer, pardon, film que j'adore aussi. De toute façon, dès qu'il y a un peu de dents et des créatures, moi, je suis là. Enfin, donc le film est un grand succès au box-office, parce qu'il y a des techniques révolutionnaires, les animatroniques, les dinosaures sont quand même tous fabriqués en animatronique. Il y a des scènes assez célèbres, des photos assez célèbres où on voit Steven Spielberg en train d'éponger son T-Rex. C'est super mignon cette scène-là. Mais parce que aussi le tournage était très très chaotique. Il a tourné à Hawaï et il y avait pas mal de tempêtes tropicales à ce moment-là. Donc le tournage a été un petit peu sportif, je dirais. Alors, l'adaptation, moi forcément je la trouve très chouette. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie un peu de mes films doudou. Avec Kill Bill. Heureusement, il y a aussi le château ambulant, vous savez, ça fasse un peu moins psychopathe. Donc, il y a l'adaptation, je l'aime beaucoup, la musique de John Williams, moi je la trouve fantastique, hein, elle accompagne vraiment le truc, il y a le côté très, très mystérieux, on découvre et tout ça, un petit peu à la Harry Potter et tout ça, et après, les thèmes très très inquiétants, notamment quand il y a le T-Rex qui s'échappe, quand il y a le Raptor, quand il y a tout ça, c'est vraiment vraiment chouette. Enfin voilà, John Williams, trop bien. Les dinosaures sont vraiment, vraiment saisissants, et même là on est quasiment à 30 ans de la sortie. Ça a un petit peu vieilli, hein, forcément, notamment la scène de départ, où... la scène de départ, non, parce que... quand ils arrivent dans le parc et qu'ils voient je crois que c'est le brachiosaure qu'ils voient. Là voilà, on sent que c'était les années 90, mais franchement, pensez juste que c'était... au début des années 90, les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants, ils tournaient pas sous Windows 95, vous imaginez? Donc voilà, vraiment, moi je trouve qu'ils sont encore vachement bien faits. Je suis encore un peu comme ça sur certaines scènes. Et puis les actrices et les acteurs sont quand même vachement bons aussi. Voilà, voilà. Donc le film en lui-même, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le montrais assez régulièrement à mes élèves, à quel point qu'ils en avaient marre. C'était le film de fin d'année, c'était forcément Jurassic Park, et quand j'avais une petite folie, c'était Jurassic World. Ouais. Mais, toutefois, après la lecture du roman, j'ai mis un petit peu de temps à me plonger dedans d'ailleurs, je me suis rendu compte que le film est toujours aussi chouette, mais Steven Spielberg a vachement adouci les traits. C'est-à-dire que le film, il est gentil comparé au livre. C'est même pas une blague. Par exemple, sur certains personnages, John Hammond, dans le film, on le voit un peu en le papy un peu rêveur, un peu idéal, en plus joué par Richard Attenborough. Et en fait, dans le bouquin, c'est un odieux personnage, c'est une ordure, il est vraiment, pour le coup, il est vraiment mauvais. Doctor Who, non, toujours pas celui-là, l'autre. Doctor Who est plus intéressé par les réactions du public que forcément par la véracité scientifique. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qui m'a fait un petit peu dans ma tête, c'est que je me dis,
c'est la base de Jurassic World. Voilà. C'est que Jurassic World s'est pris beaucoup de critiques, on en reviendra après. Mais il y a un dialogue dont je vous parlerai plus tard, où c'est vraiment la base de Jurassic World en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, et là on se dit, les gens n'ont pas tous lu le bouquin. Bref, Arnold, vous savez, joué par Samuel L. Jackson, Hold on to your words. Je crois qu'en français ça va être accroché à la ceinture, mais je vais reprendre en français. Il ne conçoit pas qu'il puisse faire des erreurs, il est toujours non, j'ai pas fait des erreurs, j'ai vachement bien fait, c'est n'importe quoi ce que vous dites, surtout après il y a Malcolm, qui lui est un petit peu le Cassandre en fait du film, c'est qu'à chaque fois il dit non mais ça marchera pas, non mais vous dites n'importe quoi, oupsie. Voilà. Il retranscrit très bien l'angoisse des personnages par contre dans le film. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on je pense qu'on ferait tous un petit peu la tronche de se retrouver devant 3 raptors dont 2 qui savent ouvrir des portes, et devant un T-Rex un petit peu affamé qui apparemment la chèvre lui a suffi comme apéritif, mais bon, faut arrêter de déconner et donner de la nourriture un peu plus riche. Voilà. Donc vraiment la version de Spielberg est beaucoup plus soft que celle de livre. On est un petit peu angoissé pendant le film, surtout qu'il y a certains passages, vous savez, il y a un bras qui... Je laisse deviner lequel. Voilà, qui est assez angoissant, ou quand Muldoon, donc le chasseur kenyan, vous savez, qui est en train d'essayer de couvrir Ellie Sattler, qui va essayer de rallumer les projecteurs, l'électricité, et il se tourne et fait Clever Girls. Et là, il y a les raptors qui l'attaquent, ou... alors moi, c'était la scène qui m'avait traumatisée quand j'étais gamine, parce que je l'ai vue beaucoup trop jeune. C'est la scène dans la cuisine avec Lexi et Timmy, où en fait, il y a le hublot. Alors je vais vous le faire, il y a le hublot. Puis d'un coup, il y a la tête du raptor qui arrive comme ça, qui fait et qui souffle. Voilà, c'était cette scène-là, et forcément la scène du T-Rex qui s'échappe avec les câbles qui font poum poum poum, et le morceau de chef, BAM sur la voiture. Moi je faisais pas ma fière, clairement pas. Ce film-là, je l'ai vu, j'avais 3 ans. Alors c'était pas la faute de mes parents pour le coup. Voilà, je l'ai vu, j'avais 3 ans, donc j'ai réveillé ma mère toutes les nuits pendant des mois. Et pour dépasser mon traumatisme, je l'ai revu qu'à 21 ou 22 ans grâce à mon meilleur ami qui me l'a remontré. Et maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'adore ce film-là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film. Si vous l'avez pas compris, parce que ça fait 10 fois que je le dis, je me rends compte. Mais c'est vraiment mon préféré de tous, et je dis bien de tous, et j'inclus les 5. Je suis moins fan du Monde Perdu et du 3e en fait. Je sais même plus comment il s'appelle. Je le trouvais vraiment bizarre quand il commence à communiquer avec les raptors et tout ça, je me dis quoi? Bref. Et Jurassic World, je vous en parlerai plus tard. Je le trouvais vraiment intéressant. Donc voilà, on passe à mon avis. Alors il y a une partie sans spoilers et il y a une partie avec spoilers. Donc je mettrai un petit écriteau pour que vous puissiez, si vous avez envie, arrêter la vidéo. Puis allons-y. Alors, donc, après avoir été traumatisé par le film pendant des années, et après m'être soignée en regardant Dinotopia, la saison 1, c'est là où j'ai commencé à dire mais les dinosaures ça peut être chouette à regarder, à étudier. Et puis l'émission, je sais pas si vous vous rappelez de l'émission, c'était pas Jurassic Park du coup, mais c'était un peu dans le principe. C'était un truc de la BBC où il y avait un qui s'appelait Nigel qui traversait des portails du temps et il étudiait les dinosaures, il en ramenait et tout. Enfin, j'ai trouvé ça génial, donc ça m'a permis de grandir un peu en concernant ces bestioles-là. Et donc il fait vraiment partie maintenant de mes films favoris, et je le trouve toujours novateur 30 ans après. Donc outre l'aspect technologique, c'est toutes les questions qu'il peut poser, tout le côté un petit peu philosophique derrière, et je le trouve depuis quelques années très actuel, notamment par rapport à la recherche scientifique, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on ne doit pas faire, et si on le peut, est-ce qu'on le doit. Je sais pas, lancer 60 000 satellites autour de la Terre, est-ce qu'on doit le faire parce qu'on le peut? Est-ce que... Non, je vise personne, c'est pas vrai. Enfin voilà, ce genre de choses, et puis Jeff Goldblum, quoi. Il est chouette dans le film, quand même. C'est le seul qui porte aussi bien le pantalon noir en cuir. Quand même. Enfin. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est que ce soit dans le film ou dans le livre, les femmes ont un rôle important. Alors, elles sont pas en surnombre, il y en a que 2, clairement, avec une équipe d'hommes.
tout autour d'elle, mais elles sont badass quoi. Dans le film, Ellie Sattler, j'adore parce qu'en fait, elle envoie péter tout le monde. Elle est ultra badass quand il commence à fomenter le plan d'aller dans la cabane au fond du jardin pour, pour rallumer, ouais, j'ai honte, pour rallumer l'électricité dans tout le parc. C'est Richard Attenborough et donc John Hammond qui lui dit «Oh mais je devrais peut-être y aller parce que voilà vous êtes et puis moi je suis» et puis qu'elle lui répond «Bah écoute mon coco on discutera donc de sexisme dans les situations de survie quand je serai revenue». Et là on fait ouais. Et puis en plus ils ont choisi Laura Dern qui est blonde, qui est très belle et tout ça, et c'est elle qui va sauver un petit peu tout le monde aussi, donc je trouve ça trop cool. Et Lexi qui est donc une hackeuse sur ordinateur et qui sauve un peu la partie aussi en remettant tous les verrous en place et tout ça. Enfin, voilà, moi je trouvais ça vraiment bien. Quant au livre, alors, le livre, mon avis sur le livre. J'ai mis beaucoup de temps à lire. En fait, pour ne pas mentir, je l'ai commencé l'année dernière, pendant le confinement, étonnamment. Pendant le confinement, je l'ai commencé parce que voilà, j'étais super intéressée à savoir si l'adaptation était bonne ou pas, je voulais avoir plus d'infos, tout ça, enfin bref, mon côté très curieux habituel. Et j'ai vite arrêté. J'ai repris qu'il y a 3 semaines. J'ai vite arrêté parce que Michael Crichton a fait ses recherches, hein, pour le coup, des recherches très précises sur la génétique, sur la programmation et sur les théories du chaos et les mathématiques. Moi j'ai fait un bac ES, j'ai été en fac d'anglais. On n'aborde pas ces sujets-là tous les jours, voire toutes les années, voire jamais en fait. Donc il y a vraiment des longues parties, j'ai trouvé ça par contre trop long. Toutes les parties vraiment techniques en fait, où il y a Malcolm qui va se lancer dans un discours sur le fait que la vie trouve toujours un chemin, hein, pour rappeler de ce passage-là. Moi j'arrive pas à suivre quoi. Il y a des grands passages que j'arrive pas à suivre, ou alors il parlait de mathématiques au niveau des fractales, j'ai fait j'ai pas compris. Et la programmation, pas pareil quoi. Donc je me suis autorisée à sauter ces passages-là pour continuer à lire le livre avec plaisir. Et j'ai bien fait, parce que pour le coup, j'ai trouvé super chouette quoi. Et toujours les questions, qui sont toujours d'actualité, soulignées par Ian Malcolm, mais est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire ? Voilà, ils avaient le pouvoir de la génétique, est-ce que franchement ils avaient le droit de créer des dinosaures? Est-ce qu'ils avaient le droit de décider qu'elles seraient tous des femelles parce que comme ça c'est plus facile à gérer? Est-ce qu'ils avaient le droit de décider de la vie ou de la mort de certains animaux? Enfin voilà, c'était vraiment intéressant. La question de finalement qui est responsable des créations quand les créations s'échappent? C'est une question que je posais à mes secondes chaque année, les pauvres avec moi, en anglais hein, bien sûr. Je les ai bien fait triturer la story. Et est-ce qu'on peut réellement tout contrôler? Parce qu'en fait, il y a un grand désir de contrôle de la part de John Hammond, de la part du Doctor Who, toujours pas celui-là, puis de Arnold et des autres, et en fait, il a beau leur expliquer, Ian Malcolm, que non, vous ne contrôlez rien, ils le croient pas, et finalement, la suite leur prouve que ils n'ont jamais rien contrôlé en fait sur ce parc-là. Donc en fait, cette lecture a fait un gros boom dans ma tête, je l'ai trouvée vraiment super, malgré les termes hyper scientifiques. Donc j'ai tout compris malgré les termes scientifiques, c'est-à-dire que même en sautant les passages, j'ai compris l'essentiel du bouquin, et du coup, je pense que vous pouvez faire pareil. Sauf si vous êtes des spécialistes en sciences, hein, dans ce cas-là, lancez-vous, ça va vous plaire. Il y a toujours une bonne dose de suspense, d'angoisse et d'action et d'attente, hein, forcément, beaucoup plus que dans le film. J'ai trouvé vraiment intense parce qu'on n'est jamais tranquille en fait dans le bouquin. Et voilà, j'ai fini la lecture, je suis oh, trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça à ce point-là, et franchement ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc maintenant on va passer à la partie spoilers. Donc si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de découvrir le livre et que vous n'avez pas envie d'être spoilé avant, je vous invite à arrêter la vidéo ici, vous me donnez votre avis sur le film et le livre, et on en discute. Voilà, pour les autres, il suffit d'attendre. Alors, le côté spoilers. Donc déjà, quelle horreur ce Hammond. Voilà, encore une fois, dans le film, c'est le
petit papy tout gentil, barbu, on a envie de faire des câlins, et dans le livre, c'est une horreur, ce type. C'est vraiment une horreur. Il ment à tout le monde. Il est persuadé qu'il a le droit de tout faire parce que il a eu l'idée, il a la possibilité, donc il fait. Ses petits-enfants, alors oui, effectivement, hein, en plus, il les met sur le parc, alors c'est pas sûr. Et puis à un moment, je crois que c'est... Alors, du coup, c'est la partie spoileuse. Donc, John Hammond meurt. Et en fait, alors c'est drôle et pas drôle en même temps. C'est que... il y a des haut-parleurs partout dans le parc, ils ont réussi à tout refermer, à être sauvés, tout ça, donc voilà, l'équipe est sauve, enfin, l'équipe ultra réduite, et les gamins, Timmy et Lexi, sont en train de jouer avec les micros, et ils imitent le cri du dinosaure, du T-Rex, enfin des T-Rex. Il y en a 2 dans le parc, des T-Rex. La bonne idée encore. Et, et donc ils imitent le cri. Donc tout le monde se carapate à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas compris que tous les dinosaures étaient reparqués, tout ça. John Hammond, il râle contre ses petits-enfants en disant putain, c'est chiant. Enfin bref, il est horrible dans ses propos par rapport à ses petits-enfants. Il se casse la figure, il se pète la cheville, les petits Procomsognathus arrivent, le mordent et il meurt. Et là tu fais ok. Mais ce que j'ai trouvé bien, et du coup ce qui fait sens, parce que en fait, effectivement, quand on se concentre que sur les films, on se rappelle tous qu'à la fin du film, John Hammond dit je ne vais plus ouvrir le parc. Voilà, il y a Dr. Grant qui lui dit je ne vous donne pas mon accord pour l'ouverture du parc. Et John Hammond dit bah non, mais de toute façon, moi j'en veux pas, je veux plus de ce parc non plus, ça marchera jamais. Et du coup, ça fait pas sens avec Jurassic World où Masrani dit bien à tout le monde qu'il gère les fonds Hammond pour le parc et que du coup. Ça veut dire que John Hammond a donné son accord pour l'ouverture de notre parc. Ça ne fonctionne pas. Sauf que si on se concentre sur le bouquin, et je pense qu'ils ont pris beaucoup d'éléments du livre, ça fonctionne. Parce que John Hammond, à la fin, il n'a pas appris sa leçon. Il n'a pas compris. Effectivement, il meurt. Mais il dit pas qu'il veut plus ouvrir le parc. Il cherche des moyens de contourner, de machin, de trucs, d'améliorer, tout ça. Il se rend pas compte de ce qu'il fait, il se rendra jamais compte durant tout le livre de tout le mal qu'il a pu créer, de tout ce qu'il a fait de travers. C'est non, c'est des circonstances, c'est des coïncidences, c'est machin. Donc, en fait, Jurassic World n'est pas si bidon que ça, contrairement à ce qu'on a pu lire et tout ça. Bon, la romance entre Claire et Owen, c'est ça, c'était pas utile. Après, j'ai su que c'est des Chris Pratt qui avaient pris la décision, mais elle était vraiment pas utile, cette romance-là. Enfin, dans le bouquin, la situation est beaucoup plus chaotique que dans le film, parce que finalement, à la fin du film, la situation elle est revenue un peu à la normale. Alors effectivement, les dinosaures sont tous en liberté, mais ils sont contenus sur l'île. Donc moi, comme je vous le disais, c'est que dans le bouquin, pas du tout. C'est que déjà, les Procopsognathus, j'ai essayé, arrivent déjà au Costa Rica, et à un moment, pendant qu'ils font leur petit circuit, leur tour des enclos, avant que tout ne pète à la tronche de tout le monde, il y a Lexi qui appelle le professeur Grant qui est dans l'autre voiture, et qui adore les enfants d'ailleurs, qui appelle Grant dans l'autre voiture et lui dit ah, mais il y a des dinosaures sur le bateau qui part. Ah, mais non, c'est pas possible, tout ça. Et en fait, il regarde les jumelles infrarouges et les raptors s'échappent de l'île dès le départ. Et à la fin, justement, ils découvrent un nid de raptors où ils sont une quarantaine dedans. Ils sont vachement bien gérés, le côté non, ils se reproduiront pas. Bref, et tous migrent vers le continent. Voilà, situation beaucoup plus chaotique. Par ailleurs, pour les œufs, donc vous vous rappelez, le Docteur Who, toujours pas celui-là, dit bien que c'est bon, tous les dinosaures sont femelles, elles vont pas, donc forcément elles se reproduiront pas entre eux et tout ça, enfin entre elles, pardon. Et Ian Malcolm me dit non mais life always finds a way. Vous pensez maîtriser, mais vous ne maîtriserez pas. Et c'est le cas, puisqu'en fait, dans la séquence ADN, il y avait des trous dedans, et ils ont décidé de mettre de l'ADN de batracien, de grenouille, qui change de sexe en fonction de son environnement, c'est-à-dire que s'il y a une surpopulation de mâles, la grenouille va devenir femelle, et s'il y a une surpopulation de femelles, la grenouille devient mâle. Oupsie! Ce qui fait que, en fait,
dans le livre, à un moment, ils sont à 60 naissances hors contrôle, notamment donc les fameux raptors, ils en avaient créé 8, ils en sont à 37 à certains moments quand Professeur Grant commence à trouver des œufs par terre. Donc voilà, et l'autre aspect que j'ai préféré dans le livre et pas dans le film, c'est ça que j'ai trouvé dommage. Dans le film, ils ont fait les dinosaures très reptiliens, très effrayants en fait, alors que dans le livre, Michael Crichton a essayé de faire par rapport aux recherches scientifiques qui étaient faites, c'est-à-dire que les raptors sont très colorés. Maintenant, on pense même qu'ils avaient des plumes, j'imagine. L'oiseau vénère, quoi. Mais très coloré, tout ça, et ce qui n'apparaît pas dans le film. Mais pour le coup, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que ce qui est vachement intelligent, c'est qu'il y a un passage dans le livre où Hammond et Dr. Who, encore une fois, discutent tous les deux, et pour moi, c'est là où les bases de Jurassic World ont été posées. Alors je dis pas que Crichton a fait exprès, hein, pas du tout, je pense que c'est les scénaristes de Jurassic World qui ont trouvé ce passage en disant « Hey, une bonne idée !» John Hammond veut que les dinosaures ressemblent à des dinosaures selon la science, selon les recherches que sont en train de faire les paléontologues et toutes les équipes. Et Dr. Who lui dit « Non, moi je veux faire des dinosaures en fonction de ce qu'attend le public. » Et c'est vachement intéressant parce que du coup on se rend compte à ce moment-là, donc de ma tête c'est que en fait, je m'en étais rendu compte avant pour les films, mais pas par rapport au bouquin, dans Jurassic World 1 et 2, les dinosaures sont faits en fonction de ce qu'attend le public. Donc en fait, Jurassic World n'a jamais été un parc à dinosaures, selon moi. C'était un parc pour montrer des créatures qui ressemblent vachement à des dinosaures, mais avec plein de dents, avec plein de griffes, avec un côté un peu méchant, ce qui est dit dans le film aussi. Et en fait, c'est vraiment la création de créatures, c'est tout. C'est plus des dinosaures. Et je trouve que cet aspect-là a été souligné particulièrement de Jurassic World 2, au moment de l'Indoraptor. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit non mais on dirait une voiture tunée, quoi, ça sert à rien. Et finalement, en y réfléchissant un peu après, j'ai dit en fait non, c'était super intelligent parce que justement, on dirait une voiture tunée, avec son petit côté doré, son corps noir et tout ça. Mais c'est parce que c'est une création, ce n'est pas un dinosaure, ce n'est pas un animal, c'est juste une créature qui a été faite par le Dr. Who et son équipe. Et ouais, le Dr. Who, vous savez quoi? Dans le livre, il meurt aussi. Voilà, dans le livre, il se fait bouffer par un raptor, John Hammond se fait bouffer, Arnold se fait bouffer. Voilà, il n'y a pas beaucoup de survivants. Donc voilà pour Jurassic Park. Je pensais que la vidéo serait courte, mais je suppose que comme d'habitude, elle ne le sera pas. Donc, déjà, désolée. Et je trouvais ça marrant parce qu'en fait, j'ai commencé la relecture, comme je vous le disais, il y a 3 semaines. Et c'est marrant parce qu'il y en a un qui a commencé à dire on aurait la possibilité d'ouvrir un parc Jurassique dans 15 ans. Et tout le monde a eu la même réaction de mais gars, il y a 2 livres et 5 films qui te prouvent que c'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, encore une fois, est-ce que parce qu'on peut, on doit le faire? Moi je dis non. Clairement pas, c'est un parc Jurassique, déjà je vais commencer à faire la tronche, et je n'irai pas le voir. Malgré mon amour pour les immodérés, pour les dinosaures, je n'irai pas le voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon petit générique, pour lequel j'ai dépensé sans compter, vous a plu, et si c'est le cas, bah, un petit pouce vers le haut, ça serait cool, et des commentaires, j'apprécierais aussi. Pour me donner votre avis, toujours avec bienveillance, on n'oublie pas, d'accord, pas d'insultes, pas tout ça, je veux que ce soit un safe space dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures, jurassiciennes, je ne pense pas, on va passer à autre chose, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo. À bientôt!